Salut, comment ça va? Aujourd'hui, je vais te parler de Joseph Schumpeter. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, j'appelle ça la mondialisation et l'élimination de l'homme biblique. Euh, Schumpeter, j'ai fait un travail de doctorat, ça fait longtemps, là, sur Schumpeter. Donc, je le connais bien. C'est un des grands penseurs du libéralisme, un peu comme John Stuart Mill. J'ai fait aussi un devoir de philo publié dans le devoir sur John Stuart Mill. Donc, je connais très très bien là, ces grands penseurs-là. Et je me suis dit, bon, comment on peut revisiter Joseph Schumpeter à la lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui, puis de ce que je propose dans plusieurs autres vidéos. Schumpeter, sa thèse, là, et puis lui, il faut comprendre, c'est pas un marxiste, là, ni un conservateur religieux, c'est vraiment un économiste libéral. Et sa thèse à lui, c'est que le capitalisme finit par se détruire de lui-même. Euh, dans Capitalism, Socialism and Democracy, il avance une thèse dérangeante. Le capitalisme finit par se détruire de lui-même, non pas par échec, hein, comme beaucoup d'autres penseurs ont tenté de l'annoncer, mais par succès. C'est parce qu'il fonctionne si bien qu'il finit par se détruire de lui-même. Thèse de Schumpeter. Pourquoi? Parce que, selon Schumpeter, le capitalisme rationalise tout, transforme les traditions en obstacles, dissout les loyautés non économiques. Et il remplace la famille par l'individu, la foi par l'utilité et la morale par la conformité à des codes externes. Schumpeter décrit alors un processus de désenchantement. C'est là que c'est très intéressant. Plus le système fonctionne bien, plus il détruit ce qui le rendait possible. Pense-y avec ce qu'on vit dans les États du G7 et même un peu du G20 actuellement. Les sociétés occidentales qui se sont enrichies et développées avec un système qui avait pour socle la tradition judéo-chrétienne. Et ensuite, il s'est tranquillement évidé avec différentes réformes et révolutions, comme ici on parlera de la Révolution tranquille au Québec. Ce système-là, il ne nomme pas explicitement là, dans sa thèse ce qui résiste le plus à ce processus-là. On va y revenir tout à l'heure, mais moi j'avance que, en fait, c'est la déchristianisation qui, sans être nommée par Schumpeter, est le problème qui entraîne finalement la tombée. Et l'homme ou la femme biblique, la famille biblique, est un problème pour le capitalisme. Et donc on va aller regarder ça. Euh, Pourquoi, dans le fond, la mondialisation avait besoin de déchristianiser pardon, pour réussir à s'implanter. Oublions pas, mondialisation, c'est un projet en soi, là. C'est pas arrivé juste par hasard. Il y a toutes sortes de penseurs derrière cette idée-là de restructurer la planète de différentes façons. Évidemment, il y a plein d'élites là-dedans. Il y en a qui ont vendu leur peuple, il y en a qui se sont enrichis grâce à ça. Ça a créé toutes sortes de mouvements, des ressacs. D'ailleurs, une grande partie du ressac qui a amené Trump au pouvoir provient justement de zones qui ont été affectées par cette mondialisation débridée. Et pendant très longtemps, on nous a présenté la mondialisation comme étant quelque chose de merveilleux, de beau. C'est une tarte aux pommes chaudes. On devrait tous être pour la mondialisation. On nous montrait uniquement des gens fous là, qui s'opposaient à la mondialisation, un peu comme des gens qui ont remis en question les vaccins pendant la COVID, automatiquement des fous, évidemment, puis les grands médias, des Radio-Canada de ce monde là, sont les premiers à peindre ces gens-là pour délégitimer le discours et attribuer une violence symbolique très, très négative à ces remises en question-là. Donc, la mondialisation n'est pas seulement économique, elle est anthropologique. Pourquoi? Parce que un marché global a besoin d'individus interchangeables, de cultures qui sont faibles, de frontières qui sont poreuses et d'identités fragmentées. Marché global, on peut penser à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? On a enlevé les frontières à l'interne pour que les gens puissent se promener partout dans l'Union européenne.
avec des identités fragmentées. Le nation-state building de l'Union européenne, c'est un bon exemple de ça. Et là, pourquoi c'est important? Parce que le christianisme, lui, il vient en conflit avec ça. Parce qu'il enracine les peuples dans quelque chose. Il structure le temps dans une société qui est cohérente et qui est imaginée autour de quelque chose qui est structurant. Ça limite évidemment le pouvoir politique absolu. Ça impose une loi morale qui est supérieure. Hein? La terre appartient à l'Éternel. Donc, tant que cette idée existe, c'est un problème pour les gens qui ont un agenda de mondialisation, parce que l'État n'est jamais absolu. Donc, on a besoin d'un État absolu pour pouvoir ensuite mettre en œuvre la mondialisation, ouvrir tout et, dans le fond, atomiser l'ensemble des gens pour avoir uniquement un gros marché. Et le marché ne pourra jamais être ultime dans ce contexte-là. Donc, la première étape, c'est pas l'immigration massive, là. Là, on la voit aujourd'hui, on en parle, puis on commence à se rendre compte, les gens, en tout cas, pas beaucoup de monde, là, mais les gens commencent à se rendre compte qu'il y a vraiment un problème. Mais c'est pas un hasard, l'immigration massive n'est pas arrivée comme ça par hasard, soudainement. Et c'est pas la première étape de ce plan-là. La première étape, ça a été de déchristianiser dans le fond, l'État pour ensuite être capable de faire... Parce que imaginons-nous, si on est comme on était auparavant, ça n'aurait pas été possible d'avoir une immigration massive de cette façon-là, aussi grande, à un moment où on arrive presque, là, on est dans la zone là, de 40 à 50% de nouveaux arrivants, si on inclut les enfants qui composent la population mettons, du Canada. C'est des chiffres qui sont étourdissants. Donc, évidemment, ça n'aurait pas été possible. Donc, il fallait faire ça en premier pour ensuite pouvoir mettre en œuvre une immigration massive dont le marché a besoin. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est évidemment vider le socle qui a permis, dans les mots de Joseph Schumpeter, au marché de proliférer. Donc, une société chrétienne qui est forte, elle, va résister à cette ingénierie sociale-là. Donc, on commence par quoi? On commence par ridiculiser la foi, on la réduit au folklore, on veut la confiner au privé, on va enlever les crucifix à l'Assemblée nationale, on les enlève au conseil municipal là, à Québec, on fait des opérations photo comme si on était très courageux de retirer les choses historiques qui ont fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui comme nation, même si quelqu'un n'est pas pratiquant ou quoi que ce soit, quand même reconnaître là, le passé de notre nation. Sinon, arrête de fêter Noël. Non, tu sais. Donc, on veut réduire évidemment au folklore, on veut confiner au privé, on veut dissocier la loi de tout ça pour être capable d'imposer une nouvelle moralité à travers une loi. Et évidemment, là, le problème qu'on a avec notre loi, c'est qu'au fur et à mesure que notre immigration massive arrive, il y a un moment où eux deviennent une majorité, ils peuvent mettre en œuvre leur propre loi. Et dans le fond, là, on s'est comme auto-substitué. Et finalement, c'est qu'on peut se retrouver ultimement avec la démographie dans 25 à 50 ans, avec la charia ici, qui n'était pas l'intention. Il n'y a rien qui va pouvoir l'en empêcher s'ils ont une majorité démographique. Donc, le résultat de tout ça fait en sorte qu'il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de verticalité. Donc, la société devient alors une structure sans âme, exactement ce que Schumpeter nous disait dans sa thèse. Et c'est seulement à ce moment-là, dans le fond, que l'immigration massive est devenue et devient possible à un niveau encore plus élevé qu'on la connaît aujourd'hui pour vraiment faire le coup de grâce et mettre le dernier clou sur le cercueil de l'État-nation. Ça devient un État de marché, il n'y a plus de nation. On a comme dissous ça dans un immense melting pot et on en a tellement mis dedans qu'on ne reconnaît plus du tout ce qu'il y avait ici auparavant. Donc, c'est de cette façon-là que ça s'opère. Et pourquoi c'est important? Parce qu'un peuple sans foi ne se défend plus, ne sait plus dire non et surtout commence à confondre tolérance avec effacement. C'est clairement ce qu'on vit ici. Donc, on est rendu même gêné de parler du fait que ces extrémistes-là vont venir brûler des églises. Mais par exemple, on va faire grand état là, de l'islamophobie que supposément ces gens-là subiraient ici.
ou autre type de phobie qu'on va mettre de l'avant. Mais on n'est plus capable de dire, hey, un instant, le français au Québec, on va disparaître là, dans 2-3 décennies. On n'est plus capable de parler de nous puis de dire un instant, on a le droit d'exister. On a des choses pour lesquelles on s'est battu pendant des centaines d'années qu'on veut conserver. On n'a pas à disparaître soudainement comme ça. Mais on n'est plus capable de dire non, on n'est plus capable de se défendre, puis on confond la tolérance. Donc ça vient là, me reconnecter avec la thèse de Schumpeter. Et finalement, l'immigration massive là-dedans, c'est un outil, c'est pas la cause, parce que c'est un instrument, finalement, qui permet à la mondialisation de devenir plus efficace plus rapidement. Donc, quand on a un pays qui ne se reproduit plus là, avec 1,4 enfants par femme, en excluant, en fait, dans cette statistique-là, c'est inclus même les natalités totales, là, mais c'est encore plus bas si on prend uniquement comme les gens qui étaient ici, qui ne transmettent plus sa foi, donc qui n'a plus de passé quoi que ce soit, qui ne croit plus à la légitimité de ses traditions, commence à être gêné de dire Joyeux Noël. Mais là, évidemment, quand on importe 500 000 personnes par année, cette année, Mark Carney veut importer 1 million. Donc là, évidemment, ça devient importer ces gens-là, ça devient économiquement utile. C'est tout le temps ce qu'on nous a dit, hein? L'économie a besoin, comme si l'économie, c'était quelque chose qui pouvait décider, là, tu sais, c'est comment, l'économie, selon l'économie, mais l'économie, c'est pas un individu, là, c'est des décisions qu'on prend comme société, et l'économie est un outil, c'est pas une fin en soi. Évidemment, ça devient politiquement commode parce qu'il y a certains partis politiques qui bénéficient, hein, donc largement. Donc, pour avoir peut-être une majorité à venir avec 1 million de nouveaux arrivants, on sait que en grande partie, ils vont voter libéral. Donc, ça donne une majorité qu'on n'a peut-être pas en ce moment. On l'a vu aux États-Unis. J'ai posté un clip de Elon Musk qui disait c'est la dernière élection. Si Donald Trump n'avait pas remporté, c'est peut-être la dernière élection fair parce que à la quantité de gens qui traversaient la frontière aux États-Unis assistés par les démocrates, et ces gens-là ensuite votent tous, ils sont illégaux, ils votent démocrates en raison de droits qui se font donner dans certains États de voter quand même, puis qu'il n'y a pas de vérification et tout ça. On voit des vidéos de gros loaders Caterpillar qui va soulever des clôtures pour faire rentrer des milliers de gens en même temps. C'était des millions de gens qui ont traversé, là, des fois par mois aux États-Unis. Donc c'est sûr que ça change ensuite électoralement les possibilités. Donc politiquement commode et évidemment culturellement là, c'est explosif là, parce que là on voit plein de dérapages, on voit plein de problèmes. Donc c'est pas une question qui est morale, qui est individuelle, c'est une question qui est mathématique, qui est civilisationnelle. On aura de se poser cette question-là, à savoir bon, quelles sont les motivations d'un parti politique de faire rentrer tant de gens que ça alors qu'on n'est même plus capable de fournir des habitations. On a une crise du logement, puis je veux dire, on n'est même pas capable de bâtir ça par année comme quantité d'habitations. Il y a quand même des questions sur ces questions importantes là, que personne se pose vraiment. Et dans un contexte où là, tu as ton peuple qui ne fait plus d'enfants, ben, qu'est-ce qui va se produire à terme? Il va être remplacé puis il va disparaître. Là. Il n'y a pas de troisième option. C'est une réalité. C'est un fait démographique, c'est tel que tel. Tout le monde en parle, là, les partis politiques en parlent au Québec, là, avec des statistiques linguistiques, comme ça, aux langues officielles a fait un rapport sur ça, alarmant. Donc là, on peut continuer d'en parler, puis de crier au loup, mais on ne fait rien. Dissolution de l'État-nation, ultimement, c'est ce que l'objectif est de détruire l'État-nation, au sens classique du terme. Donc là, on a pour avoir finalement une foi qui est affaiblie, on a besoin de faire ça, une famille qui est brisée, une natalité qui est effondrée. Donc là, l'État-nation devient plus nation, il devient un État administratif, un État gestionnaire, un État transitoire. Les frontières deviennent symboliques, négociables, honteuses. On a vu, Maxime Bernier, j'ai posté un clip qui était à Radio-Canada de la propagande de gauche, et que tout le monde en parle. C'est quand même effrayant. Il dit on va mettre un contrôle au chemin Roxane où ça traverse illégalement, puis ça engendre des coûts, tout ça. Puis là, c'est comme, bon, vous allez mettre une barrière, là, tu sais, Maxime Bernier, comme M. Trump, là. Oui, tu sais, les gens, ils ont juste à rentrer par l'endroit, faire la demande. Les États-Unis, c'est un pays sûr, là, il n'y a pas de danger, etc. pour ces gens-là. Et en venant ici, ben là, dans 2-3 ans, il faut les déporter, puis
Il y a tellement de, il y a tellement de gens qui sont illégalement au Canada actuellement que même si on en déportait 15 à 20 000 par année, ça prendrait là, des centaines d'années à toutes les déporter. Des gens qui ont dépassé leur visa, etc. Puis ça continue d'arriver. Donc c'est vraiment un gros problème et on voit comment on essaie de gêner Maxime Bernier, qui est quand même un politicien qui a été ministre dans le passé, euh, d'en parler là, de façon tout à fait normale, de dire, ben, je pense qu'on devrait regarder dans nos ressources qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut prioriser aider des gens qui viennent illégalement ici ou peut-être aider des gens qui habitent déjà ici, qui n'ont pas d'habitation? C'est des questions qui se posent quand même. Euh, et là, ben, les frontières, justement, comme on dit, ben, sont honteuses parce qu'on veut que les gens puissent rentrer. Idéalement, comme en Union européenne, on veut les ouvrir et que n'importe qui puisse passer. Donc le citoyen, c'est plus un héritier, finalement, d'un État qui l'a contribué à bâtir avec ses prédécesseurs. Ça devient un usager, finalement, de l'État. Et c'est exactement le monde que Schumpeter annonçait. Hein? Un monde sans loyauté historique, sans mémoire, sans résistance morale. On est presque comme dans la matrice, finalement, là, vous avez écouté les films. Donc, on est connecté, puis on est là, on vit, il ne faut pas remettre en question. Pourquoi l'homme biblique est un problème? Dans le fond, c'est que l'homme biblique reconnaît une autorité au-dessus de l'État. Il va limiter ses désirs, il va protéger sa famille, puis il transmet une vérité qui est non négociable. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il ne faut pas être entièrement conditionné. Hein? Il ne peut pas être entièrement conditionné. Il ne peut pas être totalement marchandisé. Il ne peut pas être parfaitement contrôlé. Donc, il est, d'une certaine façon, ingérable pour un système total. Et donc, la solution est de l'éroder par la honte, la dérision, la loi, la pression sociale. Le marché vidé de Schumpeter, l'aboutissement de tout ça, c'est qu'on n'a plus de peuple, plus de foi, plus de famille. On en a déjà parlé, la famille est en débandade, il y a des épidémies de loneliness, la natalité, on se reproduit même pas suffisamment pour survivre dans le futur sans d'apport migratoire. Donc, il reste quoi à la fin de tout ça? Il reste un marché, des flux transactionnels des consommateurs, un espace qui est parfaitement fonctionnel économiquement, mais qui est parfaitement vide humainement. C'est le marché schumpeterien, vidé, sans culture, sans morale, sans opposition. Et c'est là que on se rend compte que ce combat-là n'est pas uniquement politique, c'est anthropologique, c'est spirituel aussi. Parce que sans un retour à une foi vivante, à des familles structurées, à une transmission, à une vérité qui est non négociable, tout le reste est temporaire. Puis l'homme biblique, dans ce contexte-là, il est considéré dangereux parce que, pas parce qu'il est violent, mais il est dangereux parce qu'il est libre. Il est libre. Il est incontrôlable. Et c'est précisément pour ça qu'il doit être éliminé du système. Et c'est là que Schumpeter nous dit qu'il faut faire attention, parce qu'une fois que le système est complètement évidé de son socle qui lui a permis d'exister, il va s'effondrer. Et on s'en va directement dans cette voie-là, à la vitesse où on va. Et évidemment, il n'y a pas de pilule magique qu'on peut faire pour distribuer et puis que les gens puissent, comme dans la matrice, choisir la bonne pilule et sauver finalement nos civilisations. Mais définitivement, il y a une réflexion à y avoir. C'est une bonne journée.